Alors bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous, même si c'est à distance. Donc vous m'arrêtez hein, si vous m'entendez pas ou s'il y a un souci à la régie s'il vous plaît, pour me permettre de poursuivre. Donc aujourd'hui on va parler de biopsie testiculaire. On va parler de biopsie testiculaire, mais euh, pas dans le cas classique qui est le cas de la zoosperme. Donc, on va essayer de voir une situation un petit peu particulière qui est l'extraction chirurgicale de sperme, des spermatozoïdes, chez les patients non nasospermes. Et on va voir est-ce que ça a un intérêt, est-ce que ça a été prouvé. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, oui. Parfait. Et quelles sont les Oui. preuves et les perspectives dans ce sens? Donc, en introduction, comme vous le savez bien, le facteur masculin représente bien sûr 50% de l'infertilité du couple. Et actuellement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré les outils avancés, diagnostiques et thérapeutiques dont on dispose, le live birth rate en ICSI est toujours autour de 30% par cycle. Donc, deux notions très importantes qui ont été bien étudiées, qui ont bien été analysées et qui peuvent expliquer ce taux de réussite, du moins du point de vue masculin, c'est l'intégrité de l'ADN spermatique et l'impact du stress oxydatif sur euh, les spermatozoïdes. Donc, ce sont des éléments clés qu'il faudra prendre en compte et c'est des outils qui vont nous permettre de comprendre l'intérêt de l'extraction chirurgicale de sperme, de spermatozoïdes, chez les patients non nasospermes. La problématique est la suivante. Donc, dans les premiers temps, dans les premières années du développement de la FIV, de la PMA, donc on se disait que on réduisait l'homme à un spermatozoïde, hein. On se disait que l'ICSI, que la FIV ou bien que l'ICSI pouvait compenser toutes les anomalies du spermogramme et qu'on avait besoin d'un seul spermatozoïde pour réaliser une ICSI et réaliser le rêve du couple qui est d'avoir un enfant, quelle que soit la pathologie sous-jacente chez l'homme infertile. Par la suite, avec le développement de la PMA, donc il a été démontré qu'il y avait des résultats mauvais en termes d'ICSI lorsqu'on comparait la population totale aux hommes présentant une oligospermie sévère. Et ce, en termes de taux de fertilisation et d'implantation, qui était plus faible chez les azoospermes. On a retrouvé aussi que la cryptozoospermie était associée à de plus d'anomalies chromosomiques dans les embryons obtenus et une association DFI élevée et anomalie spermatique. Voilà. Donc, cette problématique est bien illustrée dans cette éditorial qui est paru dans Human Reprod. Euh, Vous voyez qu'il y a de grands noms de l'andrologie qui sont comme auteurs. Donc, ils ont étudié cette question, ils ont regardé un petit peu quel était l'intérêt du sperme testiculaire, de l'usage du sperme testiculaire en ICSI chez le non-nasosperme, et ils ont essayé de répondre aux questions quand et comment et pourquoi. Donc, pourquoi l'usage de ce sperme testiculaire serait meilleur que le sperme éjaculé? Le rationnel est le suivant. Donc, on est en présence d'un shifting paradigm. Donc, le concept classique veut que le sperme éjaculé soit de meilleure qualité. Donc, c'est des spermatozoïdes qui vont, au cours de leur trajet, de leur parcours dans les voies séminales, ils vont acquérir toutes les compétences, toute la capacitation, certain nombre de modifications qui vont leur permettre d'être de bonne qualité et de donner un embryon de meilleure qualité. Par la suite, les nouvelles datas dont on dispose nous montrent que, et ça a été démontré dans plusieurs études, que les spermatozoïdes testiculaires font mieux que les spermatozoïdes éjaculés en termes de taux d'implantation, de taux de grossesse et taux de naissance vivante obtenu, en termes de live birth rate. Donc la problématique, c'est de dire, d'essayer de démontrer, est-ce que le sperme testiculaire ferait mieux que le sperme éjaculé? Chez ces patients non nasospermes, bien sûr, c'est chez ces oligos. Et pourquoi ces spermatozoïdes testiculaires seraient à privilégier par rapport aux spermatozoïdes éjaculés? Donc, c'est l'hypothèse que nous posons.
Quelle est la différence entre les spermatozoïdes testiculaires versus spermatozoïdes éjaculés? Donc, c'est dans cette revue de la littérature qui est parue en 2018. Donc, on a comparé un petit peu les résultats sperme éjaculé versus sperme testiculaire. Et on trouve que pour le sperme éjaculé, chez les patients non naso-sperme, on retrouvait des taux d'implantation faibles, des taux d'avortement précoce élevés. Par ailleurs, par opposition, chez les patients où on utilisait du sperme testiculaire, on avait des taux de grossesse supérieurs et des taux de fausse couche inférieurs. Et ceci était relatif, était dû au taux d'aneuploïdie qui était inférieur lorsqu'on utilisait les spermatozoïdes testiculaires. Donc, est-ce que vous m'entendez? On poursuit, tout se passe bien. Continuez, Ravi. Parfait. Donc, pourquoi ça? Comment on explique ça? Pourquoi ces spermatozoïdes testiculaires feraient mieux? It's all about DNA integrity. Donc, tout est relatif au matériel génétique de ce fameux spermatozoïde. Donc, dans cette méta-analyse, qui a été publiée en 2014, l'objectif était d'évaluer l'impact de la fragmentation de l'ADN sur les résultats en FIVIC. Donc là, on ne regardait pas la différence entre sperme testiculaire ou sperme éjaculé, on regardait juste l'impact du taux de fragmentation de l'ADN en termes de quoi? En termes de taux de fausse couche et en termes de taux de grossesse. Donc la population étudiée, cette méta-analyse a regroupé 16 essais randomisés contrôlés et plus de 3000 couples. Les résultats étaient évalués en termes, comme on l'a dit, de live birth rate et de taux de fausse couche. Et on voit bien que le DFI, on a les forest plots qui s'affichent ici, on a un DFI élevé qui est associé à un taux de grossesse bas. Donc les résultats sont significatifs. De même, lorsque le DFI était élevé, on avait aussi un taux d'avortement qui était élevé. Donc cette étude nous montre bien le lien entre taux de fragmentation de l'ADN sperme. Pardon? Vous m'entendez? On vous entend. Vous Ok, continuez, on vous parfait. entend bien. Donc, cette étude nous montre bien comment le taux de fragmentation de l'ADN élevé était associé à un taux de grossesse plus bas et un taux d'avortement élevé. Maintenant, si on regarde un petit peu les résultats euh, en opposant les spermatozoïdes testiculaires aux spermatozoïdes éjaculés chez les non-nasospermes avec taux de fragmentation élevé, c'est très important, hein. Cette sous-population est importante à considérer. Donc, cette étude reflète bien ça. L'objectif était de comparer l'usage des spermatozoïdes testiculaires versus spermatozoïdes éjaculés en ICSI chez des patients oligospermes avec un taux de fragmentation de l'ADN élevé. Donc 5 études, 143 patients, et on regardait les résultats en termes de grossesse clinique, live birth rate, fertilisation, taux de fertilisation et taux de fausse couche. Alors, les résultats de l'étude nous montrent que, pareil, donc, les spermatozoïdes testiculaires donc, faisaient mieux que les spermatozoïdes éjaculés dans cette sous-population de patients, hein, il faut bien le préciser. Donc, ces spermatozoïdes testiculaires faisaient mieux en termes de grossesse clinique obtenue, en termes de naissance vivante obtenue et en termes de fausse couche, hein. On avait des taux de fausse couche plus faibles. Maintenant, donc, si on regardait la même chose, donc les résultats en ICSI chez le non-azoosperme, mais maintenant, ou bien l'oligocévère, mais maintenant sans mention du taux de fragmentation de l'ADN spermatique. Donc, pour regarder ça, on a pris cette méta-analyse. Donc, l'objectif était de regarder les hommes qui présentaient une cryptozoo et qui allaient bénéficier de cycles consécutifs des cycles d'ICSI consécutifs avec premièrement du sperme éjaculé et par la suite avec un sperme testiculaire. Donc c'est une étude avec une architecture très intéressante, hein, comme vous le voyez. La population, donc 5 études, 272 cycles d'ICSI et plus de 4500 ovocytes injectés. On va regarder les résultats en termes de taux de fertilisation et en termes de taux de grossesse clinique. Donc je vous le rappelle, cette étude, on prend les cryptos, donc on leur fait faire des cycles consécutifs. Premier cycle, c'est
avec du sperme éjaculé. Le cycle d'après, c'est avec du sperme testiculaire. Pour regarder un petit peu, essayer de comparer les deux types de spermatozoïdes. Et si on ne fait pas mention du taux de fragmentation de l'ADN, c'est-à-dire si on ne regarde pas dans notre population le taux de fragmentation de l'ADN, on regarde qu'il n'y a pas de supériorité significative en comparant le sperme testiculaire versus le sperme éjaculé. Et ce, chez l'oligocévère et le crypto. Donc, dans cette étude, je vous le rappelle, on ne fait pas mention du DFI. Les limitations de cette étude, bien sûr, et c'est l'intérêt, c'est pour ça qu'on l'a mise, c'est pour ça qu'on en a parlé, c'est qu'aucun patient n'a été testé pour le DFI. Par ailleurs, c'est des études qui sont rétrospectives uniquement. Il y a un échantillon qui n'est pas très grand et on n'évalue pas le live birth rate. Donc, ça illustre bien l'importance du taux de fragmentation de l'ADN pour la sélection du bon candidat au sperme, à l'usage du sperme testiculaire pour l'ICSI. Donc, euh, les résultats en ICSI sont significatifs dans un sous-groupe ou bien chez un sous-groupe de patients spécifiques, chez un sous-groupe particulier. Ce sont les oligospermes sévères ayant un taux de fragmentation de l'ADN élevé. Maintenant qu'on a montré comment l'usage de sperme testiculaire faisait mieux en termes d'ICSI chez une sous-population de patients bien particulière, c'est les oligos avec taux de fragmentation de l'ADN élevé. Maintenant, est-ce qu'il y a un revers de la médaille? C'est-à-dire que c'est pas, on va dire, c'est pas banal, hein. C'est un patient qui a du sperme éjaculé, qui a des spermatozoïdes à l'éjaculat, mais on va lui dire il faut quand même faire une biopsie. Donc il faut peser un petit peu, regarder notre balance et regarder les effets secondaires. Donc les effets secondaires d'une biopsie seraient plutôt des complications d'ordre chirurgical, classiques comme la douleur, l'hydrocèle, l'infection, l'hématome, etc. Et puis l'hypotestostéronémie, l'hypogonadisme post-opératoire, qui est maintenant rare avec l'avènement de la microthésée, donc où on arrive à prélever des échantillons très faibles de parenchyme et à conserver un petit peu la fonction, la testostéronémie de notre patient. Donc l'incidence de ces complications est assez faible, hein. Maintenant, on va aborder une autre partie de la question pour savoir comment choisir les spermatozoïdes avec la meilleure intégrité de l'ADN. C'est-à-dire que c'est pas évident de proposer à un patient qui a un sperme éjaculé de faire une biopsie testiculaire. Euh, Si il n'accepte pas, si le patient n'est pas pour, même si on a démontré que scientifiquement, dans un sous-groupe de patients particulier, c'était indiqué, il fallait le faire. Maintenant, est-ce qu'on a une alternative? Est-ce qu'on a des techniques de sélection en laboratoire qui vont nous permettre de choisir les bons spermatozoïdes et d'épargner un geste chirurgical à un patient? Donc, j'ai repris cette étude qui a été publiée en 2016, que je trouve assez intéressante, hein, malgré que ce soit juste une analyse rétrospective, mais elle est assez intéressante. Donc, l'objectif était d'évaluer les résultats en ICSI après transfert de blastocystes frais selon la technique utilisée pour diminuer le DFI. Donc, on diminuait le DFI selon plusieurs techniques différentes. Et on randomisait ça, ou bien on regardait, on comparait par rapport à pas d'intervention. Donc, dans une autre situation, on ne diminuait pas le DFI, on faisait notre PMA directement. Donc, la population, c'est plus de 2000 cycles, dont 20% des patients avaient un DFI élevé. Donc, les différents bras de l'étude, donc dans un bras, il n'y avait aucune intervention pour diminuer le DFI. Dans un autre bras, on utilisait le sperme testiculaire, encore une fois pour diminuer le DFI. Et dans les autres bras, on utilisait l'IMSI ou la PICSI. Et on essayait de voir quelle était la meilleure solution, quel était le meilleur outil pour obtenir un taux de fragmentation de l'ADN plus faible et une qualité de blastocyste supérieure. Donc les résultats étaient regardés en termes de grossesse obtenue, en termes de live birth rate, en termes de taux d'avortement. Et encore une fois, lorsqu'on regardait le sous-groupe de patients, je ne sais pas si le tableau est très clair il est en bas à droite de l'écran, dans le sous-groupe de patients ayant un DFI élevé et chez lesquels on avait fait une ICSI avec usage de sperme testiculaire, on avait des meilleurs résultats en termes de taux de grossesse et ces résultats étaient
les mêmes que chez les patients n'ayant pas une fragmentation de l'ADN élevée. Donc, l'usage de sperme testiculaire arrivait à nous donner des spermatozoïdes avec un DFI correct. Par ailleurs, lorsqu'on comparait dans un autre bras les patients chez lesquels on utilisait du sperme testiculaire pour l'ICSI versus pas d'intervention, on voyait que le taux, le live birth rate était significativement supérieur, hein. Il était à 49,8% versus 24,2%. Donc cette étude va peser aussi dans la balance en nous montrant que malgré l'avènement des nouvelles techniques de laboratoire, il y en a de plus en plus qui se développent. Ça peut ouvrir le débat d'ailleurs. On n'arrive pas à trouver une technique qui va rivaliser, qui va nous donner des spermatozoïdes avec une intégrité de l'ADN supérieure à la biopsie en prenant des spermatozoïdes testiculaires. Voilà. Donc on a démontré que chez le sous-groupe de patients oligocévères, taux de fragmentation de l'ADN élevé, donc la biopsie testiculaire donnait de très bons résultats, des résultats supérieurs. Maintenant, est-ce qu'il y a des conséquences sur l'enfant à naître et est-ce qu'il faut le faire quand même? C'est-à-dire qu'on est encore dans regarder cette balance, à regarder est-ce que l'usage des spermatozoïdes testiculaires est bénéfique pour notre patient et aussi pour l'enfant à naître. Donc, les enfants, comme vous le savez, les enfants nés d'ICSI, il y a des études qui ont démontré qu'ils ont un risque élevé de malformation, qu'ils ont des taux d'anomalies chromosomiques élevés, etc. Un spermatozoïde porteur d'anomalies génétiques, il est censé subir une apoptose, hein, un processus apoptotique dans les voies génitales qui va pas lui permettre de sortir, donc c'est la sélection naturelle. Et en s'opposant à cette sélection naturelle, théoriquement, on pourrait sélectionner des spermatozoïdes porteurs d'altérations génétiques qui vont créer un problème, qui serait promutagène, créer un problème chez l'enfant à naître. Donc, il y a beaucoup d'études jusque-là qui ont montré que l'usage de sperme testiculaire, euh, en permettant à ce spermatozoïde théoriquement altéré et promutagène d'être utilisé, mais rien ne prouve qu'il y ait une charge mutagène importante sur l'embryon ou sur l'enfant à naître. Donc, il n'y a aucune étude qui a démontré les conséquences négatives concernant l'usage du sperme testiculaire sur la santé de l'enfant à naître. Voilà. En conclusion, l'intérêt des spermatozoïdes testiculaires pour l'ICSI a été démontré dans la littérature. On a fait un petit peu le tour de la question, mais cet intérêt n'est vraiment significatif ou palpable que pour un sous-groupe de patients bien précis, pour un sous-groupe de patients oligospermes. Donc l'usage de ce sperme testiculaire chez ces patients oligospermes, comparé au spermatozoïde éjaculé, est associé à un taux de naissance vivante supérieur et un taux d'avortement inférieur. Les meilleurs résultats sont obtenus chez le fameux sous-groupe de population qui est l'oligosperme sévère avec un taux de fragmentation de l'ADN élevé. Les techniques de sélection de spermatozoïdes, et on l'a vu sur la dernière étude qu'on a présentée, les techniques de sélection de spermatozoïdes au laboratoire ne vont pas faire mieux que le prélèvement chirurgical de sperme, et ce, en termes de baisse du taux de fragmentation de l'ADN, du live birth rate, etc. Donc, pour finir, le DFI, le taux de fragmentation de l'ADN spermatique, est un marqueur décisif dans la prise en charge de l'infertilité du couple, de l'infertilité masculine, comme vous le savez, en particulier en cas d'échec d'ICSI et d'oligospermie sévère. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre de sélectionner le bon patient chez qui, malgré le fait qu'il ait du sperme éjaculé, on va lui dire que le prochain cycle, la prochaine tentative d'ICSI qu'il devra faire, ça sera une ICSI avec usage de sperme testiculaire. Et je vous remercie.